Je m'attacherai donc à la naissance de la photographie, aux techniques de départ, et regarder comment la photographie va devenir une œuvre d'art à part entière, avec cette caricature d'Honoré Daumier, Nadar élevant la photographie à la hauteur de l'art. Donc vous voyez Nadar avec son daguerréotype dans les airs, puisque à l'époque on considère qu'il s'agit d'un produit mécanique à la croisée entre l'ingénierie chimique et l'optique qui permettra une reproduction mécanisée. Il lui manque ce soupçon d'âme, il lui manque ce trait de génie qui fait qu'on passe des mondanités à une œuvre d'art transcendantale. Une œuvre d'art, et le grand art en particulier, suppose donc une touche de génie qui est interdite au départ à la photographie. Donc un des objectifs de cette présentation sera de montrer comment peu à peu les artistes photographes vont peu à peu intégrer le travail de composition qui est propre jusque-là à la peinture. Et d'autre part, ce qu'on va faire dans un premier temps aujourd'hui, et on continuera plus profondément encore la prochaine fois, c'est voir comment la peinture a été influencée par le travail des photographes. Commençons donc par la biographie, quelque part, de la photographie, c'est-à-dire sa naissance entre le calotype anglais et le daguerréotype français. L'idée de fixer une image naît par l'habitude qu'on a de travailler avec ce qu'on appelle la camera oscura. La camera oscura, on en trouve des traces déjà dans les textes d'Aristote, 350 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La photographie chez Aristote, non. Mais la camera obscura, oui. Et cette camera obscura fonctionne de la manière suivante. Vous avez les rayons de lumière qui vont passer par un petit trou qui rentre dans une chambre et qui va reproduire cette image inversée verticalement et inversée latéralement. Donc, les artistes ne vont avoir qu'une seule chose en tête pendant longtemps, c'est arriver à fixer cette image comme base de travail. Et vous voyez ici une petite caméra oscura qui utilise probablement un miroir ou un prisme qui permet de réinverser l'image captée. On sait que déjà au Moyen-Âge, les alchimistes avaient découvert les qualités, les propriétés photosensibles des sels d'argent. Simplement, évidemment, au Moyen-Âge, les alchimistes n'ont pas inventé la photographie. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, les recherches s'accélèrent et on arrive enfin, dans les années 1820-1830, à fixer cette image. Le premier à qui on doit, officiellement en tout cas, et ce fut dur puisque le daguerréotype a finalement été inventé non pas par Daguerre mais par Niepcé, on le doit donc à un savant et ingénieur français du nom de Nicéphore Niepcé, qui a eu la malchance de mourir en 1833, c'est-à-dire quelques années avant que le procédé ait atteint un niveau de développement, c'est le cas de le dire, suffisant pour être publié. Nicéphore Niepcé, ce savant qui fait également des machines et autres produits, était pas toujours très doué pour commercialiser son travail, mais il a travaillé en partie avec son fils, qu'on dit lithographe, artiste, et l'histoire nous dit, on n'est pas tout à fait sûr, qu'en 1813, il commence à travailler avec des plaques de lithographie, qui ne sont plus des vraies plaques, mais il prenait des crachoirs, et ils essayaient d'utiliser un moyen de projection ou de gravure sur la plaque via la photographie. Et apparemment, ils l'ont obtenu déjà en 1816. Il se trouve que Nicéphore était sans son fils, Isidore, et il avait à reproduire un tableau de Poussin, et il n'était peut-être pas un bon ingénieur, mais pas très bon dessinateur, ce qui fait qu'il a utilisé ce procédé c'est pas de la photogravure, mais le procédé des premières plaques sensibles pour dessiner les contours du Poussin, ce qui lui permet de faire la lithographie. Les premières véritables photos qu'on retiendra de Nicéphore Niepcé date des années 1825-1826. Il travaille sur des plaques, sauf erreur, ça doit être des plaques d'étain, des plaques en métal, donc qui vont être polies et qu'il va recouvrir d'une émulsion photosensible qui est du bitume de Judée.
qu'il va placer pendant quelque chose comme 8 heures. Donc vous voyez le temps de pause s'il s'agissait de quelqu'un, fixé pendant 8 heures, qu'il va donc exposer pendant 8 heures et il obtiendra ses premières images. Apparemment, il s'agissait d'une table mise. Celle qui nous est venue est celle du point de vue du gras qui est prise du balcon ou de sa fenêtre. Pause de 8 heures dont on dispose encore aujourd'hui. Ils rentrent en contact à ce moment-là à travers leur imprimeur, leur lithographe commun à Paris, ils rentrent en contact avec Daguerre. C'est là que Daguerre entre en jeu, ils vont signer une sorte de contrat d'association. Il était assez réticent à divulguer ses connaissances, monsieur Nipsey. Il n'avait pas tort, parce que Daguerre va les absorber. Il y a toute une correspondance dans laquelle dit Daguerre qu'il a obtenu tel et tel résultat. Il n'a jamais montré de preuves. Mais finalement, Nipsey, peu à peu, va lâcher l'information et il meurt en 1833. Ce qui fait que Daguerre reprend la découverte, l'invention qui deviendra le daguerréotype, mais il va le développer et en particulier, il va réussir à bien fixer l'image sur la plaque grâce à un système de vapeur de mercure à 75 degrés. Le voici donc, monsieur Daguerre, et en 1800, il n'aimait pas beaucoup se faire prendre en photo, curieusement. Le voici donc sur sa plaque gravée en noir et blanc, enfin gravée, la plaque photosensible, excusez-moi, qui résiste très bien au temps d'ailleurs, une fois la photo faite et la fixation obtenue. Et il va présenter oui, son projet, son invention, en 1839 à l'Académie des sciences. Et à l'Académie des sciences, c'est le savant Arago qui va le présenter. Ils sont fascinés, c'est la première fois qu'on obtient une reproduction de la réalité mécanisée. Et il va lire, M. Arago, le rapport du peintre de la Roche. Donc c'est un peintre au départ qui va assurer la présentation le texte, qui va assurer la rédaction du texte qui sera lu par le savant. Le voici, ce texte lu donc le 7 janvier 1839. Le procédé de M. Daguerre prouve par ses résultats qu'il satisfait complètement à toutes les exigences de l'art. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà il y a une concurrence évidente. Il est en train d'affirmer que ce procédé, le daguerréotype, satisfait complètement toutes les exigences de l'art. On a une machine qui remplace le génie déjà. Les dessins obtenus par ce moyen sont remarquables en même temps par la perfection des détails que par la richesse et l'harmonie de l'ensemble. La nature y est reproduite non seulement avec vérité, mais encore avec art. Alors si on pense à la phrase de Boileau, « Il n'est beau que l'art, il n'est beau que le vrai », on peut se demander dans quelle mesure la mise en matière artistique n'est pas remportée par la photographie. Et pourtant, on va considérer pendant au moins 20 ans que la photographie n'est pas une œuvre d'art. Au mieux, c'est juste une aide au travail des peintres et surtout, c'est un instrument d'enregistrement du milieu dans lequel il vit extraordinaire. La deuxième chose, c'est que pendant quelques mois, entre le mois de janvier et le mois de juillet, on va exposer des daguerréotypes à la Chambre des députés. Et ils voteront l'achat du brevet qui sera ensuite divulgué et versé dans le domaine public. Ce qui fait que du jour au lendemain, au mois de juillet, on aura une séance officielle à l'Institut de France. Ils vont divulguer le procédé et d'autres qu'il avait développés, ce qui permet à toute la France, du jour au lendemain, d'utiliser sans le moindre frais, sinon l'achat de la caméra, le daguerréotype. Il aura déposé des brevets en Allemagne, dans les colonies françaises, aux États-Unis, mais pas en France, d'où la prolifération du jour au lendemain, alors que son concurrent, lui, avait breveté l'invention. Pour cela, il recevra quand même une pension qui sera obligé à terme de partager avec le fils de Nipsey de 10 000 francs par an, ce qui n'était pas nul. La voici donc, cette caméra daguerréotype dans laquelle on passait les plaques photosensibles et qu'on allait ensuite fixer avec les vapeurs. C'était un matériel lourd qui prenait, c'est plus 8 heures de pause comme tout à l'heure, c'est à peu près 20 minutes au début et on arrivera a priori, d'après les lectures que j'ai pu faire, on verra ça tout à l'heure, dans les années 45-46, ça n'est plus qu'une demi-minute de pause. C'est quand même long, une demi-minute, mais c'est au début, en tout cas, pensez à des pauses autour de 15 minutes. Un des premiers portraits qui nous vient des frères Bisson, qui sont des spécialistes, qui sont donc des daguerréotypeurs à Paris.
c'est ce portrait de Balzac, le seul authentifié de notre écrivain. Vous remarquerez qu'il a le regard déviant parce qu'il concevait la photographie comme un appareil métaphysique capable de saisir la matière spirite. Je passe. Vous avez très rapidement les daguerréotypes américains qui vont être développés. Le marché à la fin des années 40 représente 7 à 8 millions de dollars. Je ne sais pas si vous... Enfin, 7 à 8 millions de dollars, c'est colossal en 1845. On reconnaît ici un daguerréotype américain au fait qu'il soit entouré par une plaque de métal, alors que les Français, ou les Français principalement, avaient tendance à utiliser un passe-partout en velours noir au bordeaux, serti d'un fil doré et encadré par un cadre Napoléon III noir ou doré. Et puis vous remarquerez ici un des premiers daguerréotypes peints, puisque, faute de travailler en couleur, la photographie ne travaillera la couleur véritablement qu'à la fin du XIXe siècle, les photographes, qui pour la plupart sont d'anciens miniaturistes, c'est-à-dire d'anciens portraitistes, vont travailler au pinceau. Et voici une gravure de ces usines, ici une usine américaine, où on fabrique tous ces petits boîtiers dans lesquels on va loger le daguerréotype qui peut être parfaitement protégé à condition d'être sur une plaque sous verre. Et je vous présente également un daguerréotype asiatique, donc japonais, de la fin des années 50. Le Japon s'ouvre à l'influence européenne et eux aussi sont fascinés par cette image gravée. L'image est en train de disparaître ou est fortement endommagée, elle ne peut être restaurée et ceci est lié à la présence d'oxydants, souvent un verre ou les cols du verre avec le temps forme une poussière qui va oxyder la plaque. Daguerre n'a pas patenté, enfin n'a pas divulgué le procédé en dehors de la France, ce qui lui permet, enfin ce qui explique le fait qu'il fera un de ses premiers voyages pour présenter le daguerréotype en Allemagne, en Bavière. Il va rendre visite à Louis Ier de Bavière. Et voici une des images qui nous est venue du fameux triptyque de Munich qu'il va présenter. Et on était fasciné par cette image parce qu'on y voit un personnage. Ici, c'était le cireur de bottes. Si on imagine que cette prise de vue prend 20 minutes, si on peut voir le cireur de bottes, c'est parce qu'il est resté pendant 20 minutes à peu près immobile. Alors que, regardez, il y a des ombres ici. On ne peut pas avoir des ombres et à droite et à gauche. Il n'y a pas la lune qui éclaire et le soleil de l'autre côté. Ça ne marcherait pas. Si vous avez ces deux types d'ombres, c'est parce que d'un côté, vous avez effectivement l'ombre de l'arbre et que de l'autre côté, vous avez peut-être des fiacres. Fiacres qui apparaissent en ombre de ce côté-ci de la route. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ne sont pas restés 20 minutes, nous n'aurons qu'une saisie sur le papier photosensible que quelques minutes, insuffisamment pour graver totalement leur profil. Les daguerréotypeurs vont faire le tour du monde. Voici une photo de la Tamise et on va très rapidement avoir des panoramas des villes. Voici le Capitole. J'aimerais que vous remarquiez la puissance du contraste ici. Les nuances de gris sont limitées. On a une restriction de la palette tonale parce qu'à cette époque-là, le temps de pause étant suffisamment long, soit vous donniez la priorité aux zones éclairées, soit vous les donniez aux zones les plus sombres. Donc nécessairement, il y avait une partie qui était éclairée et l'autre qui restait dans la pénombre, d'où les contrastes sur les premières photos. Et puis il y a un opticien du nom de Le Rebourg qui va avoir cette idée extraordinaire de récupérer les daguerréotypes que vont faire nos peintres en particulier, qui vont se rendre en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, et qui vont lui envoyer ces daguerréotypes qui seront non pas présentés directement dans les albums. Les excursions daguerriennes qui sont produites par Le Rebourg sont des albums de photos produits entre 1840 et 1844. Il y en aura aussi dédiés à la France, mais ces albums ne peuvent pas être directement des albums de daguerréotypes parce que les daguerréotypes sont des plaques en métal. Donc on va utiliser les daguerréotypes pour servir de base pour les lithographies. Et on comprend mieux d'ailleurs pourquoi sur Vassili le Bienheureux, vous avez ici des personnages qui apparaissent. On ne leur a pas demandé de rester là pendant 20 minutes. Simplement, les lithographes
on rajoutait. Et il y a une expression qui est charmante, qui était utilisée, je crois, par Le Rebours, à propos de ces retouches. Il parlait de combler les trous de mémoire chimiques. Effectivement, l'émulsion photosensible avait des trous de mémoire à partir du moment où la personne bougeait. Parmi ceux qui vont lui envoyer des daguerréotypes, il y a Horace Vernet qui se passionne, qui est un des grands peintres académiques français, qui vient d'une lignée de peintres, qui va envoyer ces daguerréotypes. Et il racontera qu'ils avaient daguerréotypé comme des lions. Donc ils sont absolument fascinés et ils daguerréotypent comme des lions. L'autre grand inventeur, on est dans une petite guerre économique franco-anglaise, il est du côté des Anglais. William Fox Talbot, qui invente ce qu'il appelle le photogenic drawing, donc le dessin photogénique et surtout le calotype. Alors, tout d'abord, je vous présente le dessin photogénique. Le dessin photogénique est un principe assez simple. Il a compris comment photosensibiliser une feuille de papier en la trempant dans du sel ménager et ensuite dans des nitrates d'argent, sauf erreur, ce qui rend le papier photosensible. Il dépose dessus ici une fougère et il l'éclaire. La partie éclairée, donc non protégée par la feuille, va noircir puisque le papier est photosensibilisé. On obtient alors ce genre de dessin photogénique. Il les présente en 1839, parce qu'à peine l'invention de Daguerre est exposée au monde, qu'il va lui-même rentrer dans ce mode, c'est un mode concurrentiel, il va présenter son travail. En voici un autre de dessin photogénique avec une dentelle. À peu près tous les objets qui peuvent être pris vont être photographiés. Mais ce qui nous intéresse plus finalement, c'est son invention du négatif. Et on pense que ça remonte à 1825, 1826, 1827. Il n'a pas pensé à le publier. Il va utiliser un système de double photographie. Donc, dans un premier temps, sur le mode du dessin photogénique, il va créer un négatif qu'il va ensuite cirer pour rendre le papier translucide. Et là, il va le refotographier, ce qui permettra de passer du négatif au positif. Vous avez donc les zones qui ont été touchées dans le négatif, qui ont été touchées par la lumière qui ressortent noires. Mais une fois qu'on refotographie le noir, il sort blanc. C'est comme ça qu'on passe du système négatif au positif. Ce système qu'on appelle le calotype est la base de la photographie jusqu'au numérique aujourd'hui. Il va être amélioré avec les systèmes de négatifs sur des plaques de verre au collodion humide, où les paires du collodion humide seront et français et anglais. D'autres, comme un certain Bayard, vont travailler sur des procédés négatifs également. Donc la paternité est multiple, mais en général, c'est à Talbot qu'on doit officiellement la découverte, l'invention du système de négatif. L'avantage du calotype, d'abord, le temps de pose sont plus courts et ils le seront de plus en plus. Le deuxième avantage, c'est qu'à l'œil, vous voyez qu'il y a plus de fondu. Il n'y a pas l'inversion des daguerréotypes, mais surtout, il y a plus de fondu, il y a plus de travail tonal, surtout à mesure que le papier et les émulsions photosensibles vont être améliorées et perfectionnées. L'autre avantage, c'est que le matériel est beaucoup plus léger que transporter les bidons chimiques, que transporter les daguerréotypeurs et les plaques de métal. Donc voici un exemple avec le négatif de calotype. Et puis il y a ce boulevard de Paris de Talbot. Vous voyez qu'il n'y a plus d'inversion, on peut lire les bains. Et vous sentez, on sent le grain du papier, mais vous sentez le travail tonal beaucoup plus fin qu'un daguerréotype qui est beaucoup plus marqué par des contours nets. Voici un travail où le papier a été amélioré. On travaille maintenant dans les années 50 sur du papier albuminé. On a un négatif papier, mais à partir des années 48-49, on travaille aussi sur le collodion humide, c'est-à-dire sur des plaques de verre, qui permet des temps de pose encore plus rapides. Et vous voyez la richesse du travail tonal qui apparaît ici. Nous n'avons plus les problèmes que nous avions au départ avec les daguerréotypes d'exposition. Le troisième système que j'aimerais vous présenter, c'est celui qu'a développé Corot en présence de son équipe d'Arras. Corot, pour des raisons, parce qu'un peintre d'Arras du nom de Dutilleux va acheter un des tableaux de Corot en 1947, ils deviendront amis. Corot se rend de plus en plus à Arras, où il connaîtra Grand Guillaume le lithographe et Cuvelier, qui est un photographe amateur au départ, qui est un marchand d'huile. Et entre les trois personnages dont je viens de vous parler, ils vont inventer un système qu'on appelle le cliché vert et qui existe encore aujourd'hui. Le cliché vert, au lieu de
d'utiliser un négatif, ce négatif qui n'est pas photographique va être dessiné directement par le peintre, en l'occurrence Corot ici. Et ensuite, ce négatif qui avait été couvert d'une émulsion photosensible va être, ce négatif qui a été dessiné par le peintre va être refotographié pour obtenir le cliché vert tel que vous le voyez ici. Donc Camille Corot va l'utiliser, Delacroix également, et pour cette précaution maternelle, Millet également. Le daguerréotype et le calotype, a priori, ne sont pas, on n'a pas encore, on essaye, on tente, mais ce sont plutôt des échecs, d'émulsion photosensible. Les orthos et panchromatiques apparaîtront uniquement à la fin du siècle. En attendant, on va peindre avec différentes techniques. Vous avez ici un daguerréotype colorisé et je vous ai mis à droite un calotype colorisé. Un calotype colorisé signifie que le photographe a directement repeint, d'ailleurs comme les daguerréotypes, sur la photo tirée. En fait, si vous réfléchissez une seconde, les petits portraitistes, je ne parle pas d'Ingres, je ne parle pas des grands maîtres de la peinture qui vont faire des Napoléon III ou qui vont faire les grands de ce monde, mais les gens qui demandent aux petits portraitistes du quartier un portrait peint ne vont plus le faire le jour où il y a une photographie. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide et puis c'est plus moderne en même temps, c'est plus juste. On s'est rapproché de la vérité. Donc ces gens, à Hambourg, on sait que 50%, on n'a pas les chiffres à Paris, à Londres, mais on sait qu'à Hambourg, dans les années 40-50, 50% des daguerréotypeurs et des photographes sont d'anciens miniaturistes et d'anciens portraitistes qui se sont reconvertis faute de travail, ils sont mis au chômage. Et finalement, très souvent, ils vont repeindre sur les calotypes comme vous avez sur la droite. La photo colorisée avance. Ici, je vous ai donné le cas d'un paysage peint. À partir d'un même négatif, vous avez la version non colorée et la version colorée. Et puis, il y a le travail de Charles Nègre qui m'intéresse. Charles Nègre, qui a une formation d'artiste, qui sort des plus grands ateliers parisiens, va travailler comme artiste photographe. Et vous remarquerez la différence entre la photographie de gauche et celle de droite. À droite, il s'agit d'une photographie qui a été peinte. Et regardez les couleurs. On s'aperçoit que ce qui est bleu sur la photo était gris clair ou blanc. Ce qui était blanc sur cette petite tourelle reste blanc. Pourquoi? Parce que les émulsions de l'époque ne permettent pas de faire la nuance entre des tons bleus et des tons blancs. Donc le bleu ressort en blanc. De la même manière que les rouges et les verts sont à peu près impossibles à distinguer dans les tons de photographie en noir et blanc et ont tendance à ressortir en noir. Vous avez ici une dame en rouge qui est foncée ici. Même chose ici, vous avez une autre épreuve sur papier salé du même auteur. Ici, le travail en noir et blanc a été recolorisé. Vous ne faites pas vraiment la différence entre les rouges et les verts que vous voyez ici. Par contre, je ne m'explique pas comment le torchon sur le bidon se trouve à être vert. A priori, il aurait dû être noir. Et vous voyez très bien sur la version colorée que les tons de bleu et de mort doré se confondent sur la pellicule. Donc l'effet de manque de couleur crée des effets de masse, un manque de détails et une moindre richesse tonale, ce qui n'enlève rien à la qualité de la photographie par ailleurs. Mais ce type de procédé va curieusement être largement encouragé par l'Académie des Beaux-Arts en disant aux artistes « utilisez les photos comme base de travail, ça vous fera gagner du temps ». Il y a des choses qui vont faire gagner un peu plus de temps. Il y a des découvertes de Disdéry avec un Américain et Claudet de son côté développera un système sensiblement semblable. C'est des systèmes de projection. On va projeter des photos sur des cadres. Et à partir de ce moment-là, le peintre n'aura plus qu'à combler le vide et à faire son travail de coloration. Donc il y a quelque part une diminution de la créativité du peintre et de sa qualité manuelle, puisque de plus en plus, il va se faire aider d'une machine, d'une mécanisation de la reproduction de l'image qui s'appelle la photographie. Et on connaît aussi de nombreuses publicités pour l'agrandissement de photos sur des toiles. Donc vous voyez qu'on commence à avoir un glissement de l'un à l'autre qui crée un malaise évident.